sur les points les clés de votre futur projet. Et c'est un outil qui s'utilise et qui se réutilise. C'est-à-dire que vous allez travailler sur ce Lean Canvas, sur votre Lean Canvas, mais vous pouvez y venir très régulièrement et aussi régulièrement que vous n'avez pas été jusqu'au bout de vos différentes propositions de valeur, propositions de clientèle, et pour arriver vraiment à un projet d'entreprise qui puisse être pérenne et profitable dans le temps. Donc, je vais lancer alors la présentation. Hop. De lecture. Alors, là, je vais supposer que vous voyez mon support. Donc, pour démarrer, moi-même, je suis Élodie Bennec-Blanchard de la Technopole Anticipa. Donc, je suis en charge de l'accompagnement des porteurs de projets et des jeunes porteurs, jeunes entrepreneurs dont l'entreprise a moins de 5 ans. Et également, je suis en charge de la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, on va parler business model, modèle économique et plus particulièrement cet outil du Lean Canvas qui a pour objectif donc d'arriver à élaborer une stratégie d'entreprise pérenne dans le temps et profitable. Alors le Lean Canvas, vous l'avez devant vous, donc c'est un outil à base de cases qu'il va falloir alors, on n'est pas dans un exercice scolaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à absolument remplir chacune des cases au maximum. On va à chaque fois retenir les idées principales. Et ceci dans le but donc de phosphorer ensemble, en groupe, et vraiment d'arriver à une vision commune de cet outil et donc de la future entreprise. Donc, le Lean Model Canvas a été élaboré à partir du Business Model Canvas, qui a été créé par H. Moria. C'est un outil que moi j'apprécie particulièrement parce qu'il permet de poser la question de quel est le problème qu'on cherche à traiter et quelles sont les solutions existantes. C'est-à-dire qu'on va replacer votre projet d'entreprise dans un environnement existant actuel et que vous allez chercher à apporter de la nouveauté, des nouvelles sources de propositions de valeur pour que votre modèle d'entreprise trouve sa place. Alors, vous voyez, il y a plusieurs cases. Je vais les présenter les unes après les autres et je vais vous présenter également un petit cas pratique pour que vous puissiez comprendre l'usage de l'outil sur une entreprise existante. Alors, on commence toujours par le problème et en fait, cette case-là, finalement, elle est assez complexe à remplir parce que on cherche vraiment à définir quels sont les 3 principaux problèmes que vous souhaitez résoudre. Donc, ça suppose de s'interroger grandement sur quel est le besoin de vos utilisateurs. Et bien sûr, un problème mal défini produit toujours une solution bancale. Donc, il est important d'élaborer, identifier ces 3 principaux problèmes, de revenir dessus et s'assurer que c'est vraiment ça que vos interlocuteurs attendent. Donc, n'hésitez pas à passer beaucoup de temps sur cette case, à vous reformuler les questions, et notamment quand vous aurez avancé sur d'autres cases, notamment les segments de clientèle, est-ce que vous êtes bien en phase que ces segments de clientèle, ce soit bien leur problème? Peut-être qu'au final, vous aurez plusieurs segments de clientèle, et donc plusieurs problèmes auxquels il faudra résoudre. Et de ce fait aussi, le Lean Canvas pose la question des alternatives existantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si votre projet est complètement novateur voilà, sur le marché, il existe probablement des solutions. Donc, vos futurs clients font aujourd'hui avec les solutions existantes du marché. Et on ne peut pas les mettre à côté. Alors moi, ce que j'entends souvent en tant que voilà, chargée de mission, innovation et entrepreneuriat, c'est qu'on me dit « Ah non, non, moi c'est complètement nouveau, mon projet n'existe ailleurs, je n'ai pas de concurrent ». Là, c'est souvent faux, globalement, parce que probablement votre idée est nouvelle, mais s'appuie sur des éléments existants. Et du coup, il y a bien un environnement concurrentiel qui existe. Et les lister, ça permet aussi de commencer à cartographier qui sont vos concurrents, la typologie de vos concurrents, est-ce qu'ils sont gros, petits, à quel marché ils s'adressent. Donc, ça permet déjà de commencer à cartographier l'environnement de votre future entreprise. Ensuite, bien sûr, si on a des problèmes, on y apporte des solutions. Donc, quelles sont les 3 principales solutions apportées par votre offre pour répondre aux problèmes ou aux besoins de vos clients? Donc là aussi, on va passer du temps pour bien formuler, bien s'assurer que vous apportez les bonnes solutions. Voilà, hop, simplement. Après,
Vous voyez, la lecture ne se fait pas nécessairement case par case. Moi, j'aime bien, une fois avoir traité le problème et les solutions, de se dire, bah, finalement, on les applique à qui? Alors, les segments de clientèle sont hyper importants. Là aussi, on peut faire autant de lean canvas que de clientèle. Et bien sûr, on peut avoir du B2B, donc une entreprise qui va vendre des produits à d'autres entreprises, du B2C, et d'autres types de modèles économiques. Il est important aussi de savoir que vous pouvez travailler sur ces clientèles, vous assurer dans le temps que c'est bien ces personnes-là que vous visez. Et un point important, c'est que quand on parle de clients, vous allez peut-être avoir des clients qui vont acheter votre solution, mais des gens qui vont utiliser votre solution. C'est souvent le cas, par exemple, dans le domaine des applications mobiles, où globalement, on va avoir des utilisateurs. Les Français, globalement, ne sont pas prêts pour payer pour des applications. Donc, dans votre business model, si vous partez sur une appli, vous aurez peut-être 10% de clients payants, si vous partez sur des options payantes, et en réalité, votre base de clientèle sera 90% d'utilisateurs. Donc, il faut bien faire le distinguo entre les clients payants et les clients gratuits. Donc, ils vont bien sûr pas apporter la même valeur à l'entreprise. Mais des clients utilisateurs peuvent devenir des clients payants. Et aussi dans cette case, il y a les utilisateurs pionniers. Donc parmi cette segment de clientèle, il y a des personnes qui vont être particulièrement intéressées au démarrage par votre proposition de valeur pour utiliser votre solution parce qu'elle résout un problème, aussi parce que leur motivation à eux, c'est d'être les premiers à utiliser cette nouvelle solution. Ils ont un intérêt, ils ont quelque chose de vraiment particulier. Donc il faut les identifier pour pouvoir ensuite communiquer envers eux pour qu'ils fassent en fait la promotion de votre produit envers, on va dire, un marché beaucoup plus important. Donc bien les identifier pour servir en fait vos intérêts. Ensuite, on a la proposition de valeur unique. Alors ça aussi, c'est une case assez difficile à élaborer et donc vous allez aussi passer du temps sur cette case. En quoi votre offre répond-elle efficacement aux besoins du marché? Donc c'est quand même une vaste question. En quoi elle est différente et meilleure que les autres? Donc là aussi, on replace votre projet d'entreprise dans un contexte concurrentiel. Et pour arriver bien sûr à cette proposition de valeur, il faut passer du temps et réfléchir en quoi elle est unique, différente, et vraiment pourquoi est-ce que le client va choisir votre solution à vous. C'est un travail de longue haleine, c'est itératif, ça demande d'être percutant, d'être précis, d'être délimité, voilà, savoir vraiment ce que vous apportez de nouveau, de différent. Et aussi, ça permet, dans le cas d'une start-up du numérique, d'être scalable, c'est-à-dire apporter cette proposition de valeur à un moment donné à un grand nombre d'utilisateurs pour que vous puissiez valoriser votre entreprise. Donc, passez beaucoup de temps aussi sur cette case. Ensuite, il y a la notion de avantage compétitif. En anglais, cette case s'appelle unfair advantage. Donc, c'est un avantage qui est pas juste par rapport à la compétition. Ça veut dire qu'au sein de votre projet, au sein de votre équipe, vous possédez quelque chose que la concurrence n'a pas. Donc, bien sûr, quand on se lance sur un projet, on peut imaginer que l'on ne dispose pas suffisamment d'argent, suffisamment de ressources, suffisamment d'éléments différents par rapport à des acteurs du marché, mais en réalité, c'est aussi ça qui va vous permettre d'être différenciant sur la concurrence. Donc peut-être qu'au sein de finalement l'équipe, vous rassemblez une équipe qui présente des compétences à la fois techniques et commerciales et qui fait que le projet va émerger. Ou alors vous avez accès à un réseau qui va faire la promotion de votre solution et qui va vous permettre de prendre de l'avantage. Donc vraiment travailler à cette case avantage compétitif pour définir en quoi vous avez une longueur d'avance sur la concurrence. Après, si vous estimez que vous n'en avez pas, bon, n'ayez pas de crainte, ça arrivera certainement dans le temps. Voilà, l'objectif étant d'être différenciant. Donc, il faut quand même apporter de la nouveauté sur le marché par rapport à ceux qui existent, pour qu'on puisse vous mettre, vous, dans votre propre case et de dire, bah oui, c'est l'entreprise ou c'est le projet qui apporte telle solution sur le marché. Ensuite,
les canaux. Donc là, bien sûr, comment est-ce que vous allez vous faire connaître? Par quels canaux de communication et de distribution touchez-vous vos clients? Quels sont les temps forts de la relation client? Donc là, on voit bien qu'il y a 3 points différents. Par quels canaux de communication faites-vous connaître? Donc là, aujourd'hui, bien sûr, le web, les réseaux sociaux sont à peu près indispensables pour tous les projets, qu'ils soient B2B ou B2C. Par contre, il faut définir, est-ce que parmi les réseaux sociaux, est-ce que si votre clientèle, par exemple, ou votre cible utilisateur est un petit peu âgé, vous visez des 40 et plus, vous allez plutôt communiquer sur Facebook. Si votre cible clientèle, ce sont une cible 16 ans, 25 ans, vous allez être sur Instagram et ainsi de suite. Donc vraiment bien définir ces réseaux sociaux en fonction de vos objectifs. Idem, beaucoup d'entreprises, la plupart des entreprises ont une page LinkedIn qui permet là d'avoir une communication qui est plutôt institutionnelle par rapport aux orientations qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux qui vont donner un ton et une voix à votre projet qui aussi vous permettra de vous différencier et aussi de développer une proximité avec vos utilisateurs. Donc, dans les canaux, on a aussi par quels canaux de distribution touchez-vous vos clients. Donc là, est-ce que si vous êtes une appli, vous allez être bien sûr présent sur les stores? Si c'est un produit physique, par quel biais est-ce qu'il va être distribué? Est-ce que c'est des magasins? Est-ce que c'est sur des sites web? Est-ce que c'est sur Amazon? C'est ainsi de suite. Donc tout ça, bien sûr, ça aura des impacts sur les autres cases du Lean Canvas, notamment sur vos coûts, s'il y a de la logistique à mettre en œuvre. Donc, on voit bien que les différents canaux ont un impact sur les autres, le cas du Lean Canvas. Et aussi, quand vous bougez finalement une case, ça peut avoir un impact sur les autres cases. Donc, c'est pour ça que c'est un outil itératif et il ne faut pas hésiter vraiment à l'utiliser comme cela. C'est-à-dire que l'outil n'est pas figé dans le temps. Ensuite, quels sont les temps forts de la relation client? Là aussi, c'est comment est-ce que vous allez rentrer en relation client et comment est-ce que vos clients rentrent en relation avec vous. Donc, est-ce que c'est par le biais du SAV? Est-ce que vous avez un blog? Est-ce que c'est par les réseaux sociaux? Cette dimension de la relation client est vraiment importante, bien sûr, pour obtenir la satisfaction client, mais aussi éventuellement, le cas échéant, si vous avez des clients insatisfaits, de pouvoir leur répondre et voir avec eux quelles sont ces sources d'insatisfaction et comment vous pouvez y répondre concrètement. Parce que les réseaux sociaux ont ce pouvoir que maintenant les informations se propagent à une vitesse très rapide et des clients insatisfaits ont plus tendance à parler que des clients satisfaits. Donc vraiment traiter cette notion de clients insatisfaits et être à leur côté s'ils ont des problèmes d'usage sur votre produit, sur votre service qu'ils n'ont peut-être pas compris entièrement. Donc vraiment important, être proche de ses clients. Ensuite, on a les coûts. Donc, à ce stade du Lean Canvas, on ne rentre pas encore dans les aspects financiers. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour élaborer le prévisionnel financier sur 3 ans en se demandant voilà, quelles vont être mes projections de chiffre d'affaires, combien me coûte mon produit, mes services, combien est-ce que je vais les facturer, quelle est la marge, quelles sont mes charges, et ainsi de suite. Là, on est au stade du Lean Canvas à se poser la question, qu'est-ce qui va me coûter de l'argent? Vraiment, quels vont être les grands postes dépenses? Alors, souvent dans les projets numériques, on va bien sûr avoir le développement du service, de l'application, qui va représenter un coût conséquent, ainsi que la maintenance et les serveurs. Et on va avoir, alors ça va plutôt être tous les projets, des coûts de communication pour se faire connaître qui sont assez conséquents. Donc, c'est souvent les coûts essentiels qu'on va projeter sur cette case. On n'a pas besoin d'être exhaustif en mettant les locaux, les frais d'assurance, parce que chaque entreprise a des frais d'assurance, bien sûr, pour se couvrir, les frais d'envoi si vous envoyez quelques produits, à moins que vous êtes dans un produit physique que vous allez envoyer par la poste, dans quel cas, oui, ça sera un impact sur la rentabilité à terme de votre entreprise, dans la mesure où il vous faudra négocier, par exemple, des tarifs spéciaux avec des transporteurs. Donc voilà, vraiment réfléchir à qu'est-ce qui vous coûte cher au démarrage et au lancement de l'activité. Et enfin,
les sources de revenus, comment vous allez faire de l'argent, d'où vient-il, qui paye. Et c'est là où on voit que source de revenus reboucle avec segment de clientèle, parce que vous pouvez avoir des clients utilisateurs qui ne vont pas vous rapporter d'argent, ils vont en réalité vous en coûter. Si vous avez une application et que vous avez essentiellement des utilisateurs gratuits, ça veut dire qu'il y aura des coûts de maintenance et de serveurs qui seront élevés. Pour autant, ces clients-là vous coûteront de l'argent. Donc, il faut réfléchir à quelles sont les autres sources de revenus. Peut-être de la publicité, peut-être que vous allez vendre des abonnements, peut-être que dans votre offre, vous allez avoir plusieurs niveaux d'offres. Par exemple, si on prend le cas de Netflix, ils ont 3 offres, la petite, la moyenne et la plus plus pour ceux qui ont accès à la fibre et ainsi de suite. Donc, il y a aussi ces notions de revenus qui peuvent être différenciées en fonction du service supplémentaire apporté. Et donc, voilà, source d'argent, d'où vient-il? Si besoin, on a des informations aussi sur les business models qui sont possibles au niveau du numérique, parce que le numérique permet beaucoup de choses. Alors, je suis allée... Alors, voilà, par la suite, on a donc une solution, on a des clients, on sait comment on va leur parler, combien ça va... En tout cas, quelles sont les sources de coûts, de revenus, mais on dit toujours que pour suivre un projet d'entreprise, il va falloir qu'on ait des indicateurs de performance pour savoir est-ce que finalement le projet performe comme on le souhaite. Alors là aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut passer du temps pour savoir si on est vraiment dans une croissance. Alors, dans les indicateurs de performance, on fait attention à ne pas sélectionner des critères qui ne seraient pas finalement dans le temps vraiment important pour l'entreprise, c'est-à-dire on ne va pas nécessairement suivre le nombre de likes, il vaudrait mieux dans ce cas-là suivre le nombre de commentaires et de retweets parce qu'il vaut mieux un engagement de sa communauté, c'est-à-dire vraiment une communauté qui va parler de vous plutôt qui fait un like sur vos réseaux sociaux ou un cœur. Donc bien définir cela. Vos indicateurs de performance, bien sûr, ça peut être vos ventes, la croissance de celle-ci, si ça a du sens, bien sûr, quand on démarre de zéro et qu'on a une vente en plus, ben là, l'indicateur, il est très fort. Donc, ça peut peut-être être plutôt le niveau de chiffre d'affaires, le nombre de clients qui vont commander à nouveau, et ainsi de suite. Donc là, il faut bien définir comment vous allez pouvoir mesurer la croissance, la performance et à terme la rentabilité de l'entreprise. Et enfin, case importante, c'est le pitch. Comment est-ce que vous décririez en une phrase votre entreprise? Comment vous accrochez votre clientèle en une phrase? Parce que ça, c'est un exercice qui est compliqué à faire. On parle souvent dans les pitchs entreprises de faire des pitchs de l'elevator pitch qui dure 3 minutes, le 5 minutes, le 7 minutes, mais avoir la capacité de décrire en une phrase tout l'intérêt de l'entreprise, c'est compliqué. Donc là aussi, s'entraîner et travailler à plusieurs reprises sur le minimal pitch, présenter son entreprise, sa proposition de valeur en une phrase. Alors, pour vous aider à bien comprendre l'usage, je vous ai fait un exemple. Je me suis appuyée sur Vinted, qui est, comme beaucoup de personnes peut-être autour de ce webinaire connaissent, c'est une entreprise qui permet de vendre, acheter et revendre des vêtements usés. C'est une entreprise qui est née en 2008 dans les pays de l'Est et l'entreprise a longtemps stagné parce que le modèle économique n'était pas celui qu'ils ont fait évoluer en 2016 en fait, où initialement c'était les vendeurs qui portaient, on va dire, une grande partie des frais des commissions par rapport aux acheteurs qui, eux, payaient simplement les vêtements qu'ils achetaient. Et le jour où ils ont fait peser, on va dire, le poids des coûts d'achat sur les acheteurs, le site s'est vraiment développé. Aujourd'hui, Vinted estime que le marché de la revente de vêtements en Europe vaut 13 milliards d'euros. Donc c'est un marché qui a pris énormément d'ampleur ces dernières années. Ils sont aujourd'hui présents dans une dizaine de pays. Normalement, à la fin de l'année, ça va être 600 salariés pour un chiffre d'affaires estimé à 1 milliard d'euros. Donc c'est une entreprise qui compte.
énormément actuellement. Alors, ce qui est intéressant de noter ici, c'est que suite au confinement, les Français sont devenus des très grands utilisateurs de Vinted, ne pouvant plus sortir de chez eux. Ils ont utilisé ce service finalement pour acheter des vêtements. Et ils sont rentrés en 4e place des plus grands sites Internet utilisés aujourd'hui par les Français, donc top 15 en dépenses des sites Internet en 2020. Donc ça montre bien qu'ils étaient présents sur le créneau, mais il y a un élément de leur environnement, en l'occurrence le confinement, qui a été une opportunité pour eux. Dans chaque crise, il y a toujours des gagnants, je pense que Vinted en est un, et il y a toujours des perdants malheureusement. Mais on voit bien que Amazon voilà, a été détrôné pendant le Covid au profit des nouveaux entrants. Ils ont trouvé une nouvelle place, ils ont réussi à se trouver cette nouvelle place. Et d'ailleurs, ils font énormément de publicité. Je pense que tout à chacun ont pu voir leur publicité soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur la télévision. Et d'ailleurs, c'est un exemple intéressant aujourd'hui des entreprises qui sont full numériques, qui pourraient accroître leur base clientèle, basculent sur la télévision, parce que aussi les frais de télévision étaient moins chers pendant le Covid. Et du coup, ça leur permet d'avoir une clientèle cible beaucoup plus large. Donc, si on regarde le Lean Canvas de Vinted, donc cette entreprise, quels étaient les problèmes auxquels ils souhaitaient répondre? Donc, c'était apporter une solution aux utilisateurs, à leurs utilisateurs clients, de vendre facilement ces vêtements non portés. C'est d'ailleurs ça, leur proposition de valeur, c'est vraiment vendre ou acheter des vêtements de seconde main. Donc offrir une deuxième vie à des vêtements et pour les vendeurs, bien sûr, se faire de l'argent, un peu d'argent, voire beaucoup d'argent. Et donc pour les acheteurs, s'acheter des vêtements. Et il y a aussi, voilà, c'est les 3 principaux problèmes. Donc voilà, donc là, on se tient à ces 3 problèmes. On pourrait en ajouter d'autres, mais ce n'est pas l'objectif. Du coup, en termes de solutions, qu'est-ce qu'ils ont fait pour répondre à ces problèmes-là? Ils ont apporté une expérience client sécurisée parce qu'on voit bien que dans leur sphère existante, qui est listée ici, donc on a Vestiaire Collective, Marketplace Facebook, Le Bon Coin, eBay, donc ils ont une grande sphère concurrentielle. Si on prend Le Bon Coin, l'expérience client sécurisée n'est pas nécessairement là. En termes de positionnement de produit aussi, ça ne correspond pas tout à fait à la même typologie de client. On peut regarder, si on regarde eBay, eBay vend de tout. Donc la proposition de valeur est très large. Donc à un moment donné, les clients potentiels ne s'y retrouvent plus. Donc ils cherchent des nouvelles solutions qui sont beaucoup plus ciblées, offrir une deuxième vie à des vêtements. Donc là, on est sur des vêtements. Et également dans la sphère concurrentielle de Vinted, on a des boutiques de seconde main et des vide-greniers. Voilà, tout ça, donc ça veut dire qu'ils existent dans un environnement concurrentiel très fort, mais ils sont arrivés à trouver leur place. Donc, dans les solutions, on a l'expérience client sécurisée. On a aussi finalement la proposition de valeur de faire des bonnes affaires parce que les personnes qui vont sur Vinted peuvent être à la recherche de vêtements à moindre prix et donc ils ont le sentiment de faire ces bonnes affaires. Hop. Ensuite, toute une partie de la clientèle, d'autant plus aujourd'hui, souhaite réduire son impact écologique. Plutôt que d'acheter des nouveaux vêtements, ils se disent, cette clientèle, que acheter des vêtements qui plus est sont déjà en France, ça permet de ne pas le faire venir d'autres pays. Et du coup, ça permet de réduire son impact écologique. Donc ensuite, quand on regarde qui sont les segments de clientèle et qui sont les utilisateurs pionniers, initialement, c'était ce qu'on appelle les modeuses, donc les femmes particulièrement intéressées par la mode, qui voulaient probablement accroître leur dressing et du coup, en accédant à des petits prix. Donc, ils ont ciblé les modeuses de 16 à 25 ans. Et finalement, aujourd'hui, on est sur une cible beaucoup plus large des femmes, des hommes, de 18 à 45 ans. Donc, on a aussi des mères de famille qui achètent pour leurs enfants parce que les vêtements d'enfants valent assez cher et du coup sont peu utilisés et c'est l'occasion de revendre les leurs et d'en acheter d'autres. Donc, on a aussi cette cible de personnes intéressées par le réemploi des vêtements, de participer à cette notion d'économie circulaire. Et là aussi, on garde un segment de clientèle assez large avec une ado acheteuse compulsive à la mère de famille qui vide ses placards. Donc, ça veut dire que l'ensemble de ces clients
doivent retrouver ce qu'ils cherchent au sein de Vinted. Et c'est le cas aujourd'hui parce que au sein de Vinted, donc on peut vendre, on peut acheter et on peut échanger aussi des vêtements et accessoires d'occasion, neufs ou également pour certains, hommes, femmes, enfants. Donc c'est une proposition de valeur très large, mais resserrée parce qu'on est quand même sur globalement le vêtement, ils communiquent beaucoup sur les vêtements, et faire partie d'une communauté. Parce qu'il y a des blogs, ils ont appelé leur communauté d'utilisateurs des Vinties, donc on est vraiment sur la constitution d'une communauté qui a ses codes. C'est important pour eux. En termes d'avantages compétitifs, ils ont pris un positionnement populaire. Donc, ils sont aussi bien sur du kiabi que du luxe. Et avec une ergonomie de site qui est importante. Après, on pourrait dire que parfois les recherches ne sont pas aisées et qu'il faut du temps aussi pour trouver les vêtements. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils ont une telle liste de vêtements. Il me semble que c'est 200 000 vêtements qui sont mis tous les jours en ligne. Donc c'est vraiment très très large. Donc logiquement, tout un chacun doit pouvoir trouver son bonheur parce qu'on peut chercher par marque, on peut chercher par taille, par couleur et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très bien fait. En termes du coup de canaux de distribution, comment ils rentrent en contact avec leur cible clientèle, il y a bien sûr leur site web et une application mobile. Qui sont deux outils indispensables. Ils ont aussi cette notion de communauté, ils ont des avis, les acheteurs et les vendeurs se notent les uns les autres pour s'assurer à terme finalement qu'on achète à une personne qui a une bonne réputation et que le produit va être conforme à ce qu'on a acheté. Ils sont présents aussi sur la télévision, je l'ai dit, on l'a beaucoup vu, surtout en ce moment au niveau des jouets. Probablement, ils préparent Noël qui arrive, donc ils communiquent beaucoup sur les jouets, et ils sont très présents sur les réseaux sociaux, et ce qui correspond complètement à leur cible clientèle de 18-45 ans, qui bien sûr n'exclut pas d'être un peu plus âgé et d'utiliser Vinted. Ensuite, dans les indicateurs de performance, bien sûr, c'est le nombre de clients qu'ils ont, donc ça augmente tous les mois. La croissance mensuelle, parce que pour eux, elle est vraiment forte, croissance mensuelle en termes de clients et de chiffre d'affaires. Ils suivent aussi le nombre d'articles chaque mois qui sont sur leur site web et les achats en volume et en valeur. Donc des indicateurs de performance qui sont vraiment adaptés, eux, à leur profil d'entreprise. Et ensuite, là, le pitch, c'est le leur. Tu ne le portes pas, vends-le. Donc là, on a bien le ton où ils tutoient leurs clients pour montrer cette proximité. Donc, je pense qu'avant d'arriver à ce pitch-là, ils ont beaucoup travaillé dessus. Et quand j'ai utilisé cet exemple très récemment auprès d'une trentaine d'étudiants, tout le monde m'a cité ce pitch. Tu ne le portes pas, vends-le. Donc, il est très fort. Et ça veut dire que la proposition de valeur est comprise et intégrée. En termes de coûts, donc bien sûr, voilà, c'est une application mobile, c'est un service web. Donc on a des serveurs web, on a des développements web. Ils ont 600 salariés, donc on a là vraiment des coûts de ressources humaines très conséquents. Et tout ce qui concerne la communication, la publicité, télévision, web, réseaux sociaux. Donc globalement, c'est leur structure de coûts. Et en termes de revenus, alors quand on fait un achat sur Vinted, il faut savoir que l'acheteur va acheter et le temps que l'acheteur n'a pas reçu son produit et qu'il n'a pas dit à la plateforme qu'il a bien reçu, qu'il est conforme, la plateforme garde l'argent. Donc je pense qu'ils le font fructifier. Donc en soi, j'ai appelé ça intermédiaire financier. Ils génèrent de l'argent aussi par la publicité et ils proposent des options payantes aux acheteurs. Donc, faire un boost, mettre en avant certains produits, mettre son dressing en vitrine, alors ce sont des petites sommes, hein, c'est 6 € par-ci, 6 € par-là, mais avec une communauté d'utilisateurs de 20 millions de personnes, les petits euros font des grands euros. Donc, c'est un modèle économique qui est vraiment intéressant et qu'ils ont pu construire au fil de l'eau aussi pour devenir plus rentable. Et enfin, ils proposent des frais de protection acheteurs de 5%, qui ne sont pas une option, qui sont obligatoires. Et je pense qu'il y a très peu de demandes, donc ils bénéficient aussi de cette manne financière-là. Donc, on voit que ce Lean Canvas d'une entreprise, voilà, d'une grande entreprise, on peut le résumer assez simplement. On ne cherche pas à être exhaustif,
mais vraiment de représenter, de comprendre qui est Vinted et comment ça fonctionne. Si on poussait l'exercice au bout, en fait, on devrait avoir 2 lignes Canvas, un pour les acheteurs et un pour les vendeurs. Mais là, pour l'objectif de ce webinaire, je vais rassembler en un webinaire, un Canvas. Alors, un point important aussi que je vais adresser, puisque ça fait là encore partie de cet environnement, notamment quand on est au tout début d'un projet, et ensuite je prendrai les questions s'il y en a, et j'espère y apporter des réponses. J'espère que vous aurez entendu parler du Pestel et du SWOT. Ce sont 2 outils qui sont utilisés depuis très très longtemps dans le domaine économique pour cartographier l'environnement d'un projet. Alors, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus parce que y a d'autres qui le font très bien. On vous enverra le support et du coup, vous verrez, il y a 2 vidéos, une de 7 minutes, une de 3 minutes 40. Et en fait, on cherche à comprendre quels sont les facteurs qui vont impacter votre projet d'entreprise. Est-ce que ce sont des facteurs positifs, négatifs? Est-ce que ce sont des opportunités pour vous? Est-ce que ça va permettre d'aller plus vite ou moins vite? Alors, ce sont 2 outils différents. Hein. Dans le cadre du Pestel, ce sont les lettres des facteurs politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnement et légaux. Voilà, on dresse une cartographie, on va chercher cette information. Donc là, c'est à tout un chacun d'aller faire ses recherches sur Google, enfin notamment Google, j'en cite Google, mais bien sûr, il existe d'autres moteurs de recherche, dont Quant, qui est français. Et voilà, pour comprendre, est-ce qu'au moment où vous lancez votre projet, les facteurs sont positifs? Bien sûr, on en cherche un maximum de positifs, mais on ne met pas de côté le négatif, parce que le négatif peut aussi mener à des opportunités, comme on l'a vu, le Covid. Et en complément, vous avez le SWOT qui cherche à cartographier les forces internes de votre projet, les forces et aussi vos faiblesses, parce qu'au démarrage, vous avez probablement des faiblesses, et aussi les opportunités du marché et les threats qui peuvent aussi vous impacter. Donc, si on regarde le Pestel et le SWOT de Vinted, là je l'ai fait, bien sûr il faudrait le recartographier pour qu'on ait d'un côté le Pestel et de l'autre côté le SWOT. On voit parmi les facteurs que j'ai identifiés, hein, un marché de seconde main qui rencontre un succès florissant. Donc 44% des Français ont déjà acheté des biens d'occasion sur Internet. Alors les derniers chiffres datent de 2016. Hein. Je n'ai pas réussi à avoir d'autres chiffres plus récents, mais on voit bien qu'il y a une tendance justement d'achat de seconde main. Ce n'est plus un tabou. Donc bien sûr, ça va servir Vinted. Et je pense que si on fait les chiffres de 2020, ils vont être vraiment conséquents. L'achat entre particuliers est devenu un mode de vie, tant pour des raisons éthiques et financières. Donc, bien sûr, ce sont des facteurs très positifs. Et les consommateurs veulent acheter mieux, plus responsable, que les vêtements soient plus durables dans le temps. Parce que ce qu'on voit de l'autre côté, donc, ce que j'ai listé, l'industrie du textile est la 2e plus polluante au monde, après celle du pétrole, d'après les estimations de la WWF, donc l'Association pour la protection des animaux et de la flore. Donc, l'objectif, c'est de rassembler différentes sources d'informations, de les croiser pour comprendre comment l'entreprise évolue. Et donc, on voit que le marché d'occasion du textile est estimé à 1 milliard d'euros en France, selon l'industrie du textile, et il pourrait doubler dans les 10 prochaines années. Donc, on a vraiment des clés pour comprendre ce marché. Hop. Et pour se dire qu'il y a une opportunité, en tout cas sur ce marché de la 2e main. Et en complétant mes recherches, j'ai pu voir donc Decathlon, Camaïeu, Cyrillus, Jacadi, Okaidi, Waibi, Petit Bateau, les ventes privées, VP qui a lancé une nouvelle marque, enfin qui a changé de marque, sont autant d'entreprises à la fois du coup des chaînes de magasins et aujourd'hui présents sur le web, hein, bien sûr VP et Full Web, qui eux aussi ont compris qu'il y avait une belle opportunité de marché et qui ont lancé cette possibilité d'acheter des vêtements de seconde main, soit au sein des boutiques, soit au sein de ventes spéciales dans le cas de ventes privées, VP. Donc ça aussi, c'est des facteurs qui font que ça vous permet d'identifier qu'il y a une opportunité et que c'est probablement le bon moment pour se lancer dans ce type de projet.
Également, voilà, juste pour finir sur les exemples, la fréquentation des magasins est en baisse, hein. Bien sûr, avec le Covid, ça va être encore plus le cas. Les opportunités d'acheter du deuxième main, ben, c'est des prix jusqu'à moins 80% par rapport au prix de vente en magasin. Donc on voit que c'est tout un ensemble qui permet vraiment de se lancer, ou en tout cas à Vinted de continuer dans cette lancée auprès de sa clientèle. Alors, quand même, tous les projets ne fonctionnent pas, et les 5 principaux problèmes qu'on retrouve dans un business model, les 5 principaux échecs, raisons, sont une adéquation entre la proposition de valeur et les segments clients. C'est-à-dire que vos clients que vous avez identifiés n'ont pas compris la proposition de valeur. Donc, c'est soit que la clientèle a été mal identifiée, ou alors qu'ils ne comprennent pas ce que vous leur proposez, et donc il faut la retravailler, en espérant que pour une start-up, parce que le problème des start-up, entre guillemets, c'est que l'argent est vraiment un point clé. Au démarrage, il faut en réunir un maximum, donc en apportant votre argent personnel, l'argent de votre entourage si possible, en faisant des prêts d'honneur pour renforcer vos fonds propres, en allant voir la banque qui est aussi là pour financer l'entreprise. Si celle-ci est innovante, c'est aussi voir les financeurs publics pour bénéficier d'aide au financement de projets innovants. Donc là-dessus, c'est les technopoles qui peuvent vous aider. Et du coup, pour vraiment travailler ces notions de proposition de valeur aussi, pour vous faire accompagner là-dedans, et pour pas perdre de temps, parce que le temps et l'argent sont les deux éléments d'une start-up qui possède peu, et il faut aller le plus vite possible et générer des revenus le plus vite possible. Donc attention à cela. Ce qui amène bien sûr sur le deuxième point la viabilité financière du business model, c'est-à-dire que vous pouvez mettre à disposition une application, un service web. Par contre, si à aucun moment vous arrivez à transformer des clients utilisateurs en clients payants, votre entreprise ne sera jamais rentable, vous ne ferez jamais d'argent, et donc à terme, la pérennité de l'entreprise sera probablement remise en cause. Ensuite, l'absence de prise en compte de l'environnement du business model. Donc là, on l'a vu rapidement sur cette cartographie Pestel et SWOT. On voit bien qu'un projet, on ne peut pas lancer un projet d'entreprise sans prendre en compte cet environnement. Ce serait vraiment faire une très grosse faute finalement de se dire qu'on se lance, que le projet va forcément réussir parce qu'il est nouveau et il est innovant et il est fantastique. C'est probablement le cas, mais ce n'est pas suffisant. C'est travailler, 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 c'est fondamentaux. Et bien sûr, il ne faut jamais écarter, quand vous avez des retours de l'environnement, de ce que vous avez pu identifier, s'il y a des retours négatifs, il faut les prendre en compte pour voir comment vous pouvez éventuellement transformer certains aspects de votre modèle ou de votre projet pour faire en sorte que vous ne ferez pas face à ces freins-là. Donc, faire très attention là-dessus, l'environnement. La mise en œuvre du business model, s'assurer que tout est cohérent. C'est bien ça que du coup qu'on a vu tout au long de cet exposé. C'est que les cases bougent, les cases interagissent les unes avec les autres. Si on en bouge une, on va venir potentiellement impacter une autre et la déstabiliser. Ça peut remettre en cause l'ensemble de ce modèle économique et de votre projet d'entreprise. Et enfin, la poule aux œufs d'or. Alors là, c'est pour souvent des entreprises un peu plus matures. Si on prend un cas qui existe, alors je pense que ça va un petit peu mieux pour eux, la start-up, maintenant qui est une grande entreprise française, bien sûr, Blablacar, alors elle a mis beaucoup de temps à décoller, hein. C'est une entreprise qui a été créée en 2008 environ aussi. Pendant longtemps, elle a eu du mal à trouver sa place parce que les utilisateurs ne comprenaient pas sa proposition de valeur. Le service était mis à disposition gratuitement. Le jour où ils ont basculé en payant, le service a été reconnu. Ils ont mis en place également la notion de notation. Donc là, ils ont mis en place de l'instauration de la confiance et ça a très bien marché. Et par contre, il y a 2 ans environ, ils avaient énormément d'utilisateurs, la plateforme cartonnait objectivement, et ils ont ils ont revu leurs propositions de tarifs qui sont devenues beaucoup plus chères. Et là, leur cible client, que c'était du côté des personnes qui faisaient un covoiturage ou du côté des chauffeurs, il y a eu, on va dire, beaucoup d'insatisfaction en lien avec cela parce que les tarifs augmentaient et c'était pas, voilà, au détriment, on va dire, des utilisateurs. Donc attention d'être
respectueux, je dirais, de vos utilisateurs. Et de la même manière, je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour Vinted, si on creuse un petit peu sur les réseaux sociaux, bien sûr, tout n'est pas super, tout n'est pas rose. Ils ont quelques problèmes de satisfaction utilisateur. Donc là aussi, des choses, des éléments à adresser pour la suite, pour s'assurer que leur aventure se déroule aussi bien que possible. Voilà la fin de la présentation. Donc, vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me contacter. Et maintenant, s'il y a des questions, je suis ravie de les prendre. On a un petit peu de temps devant nous. S'il y a des choses qui n'étaient pas claires, n'hésitez pas. Alors, il faut peut-être que je ferme hop, ma présentation. Voilà. Alors, je ne vois pas de questions a priori. Moi, j'avais une question. Ah, J'ai levé la main. d'accord, je ne l'ai pas vu, donc je vous écoute. Simplement, tout à l'heure, il s'est dit qu'il fallait faire autant de lignes Canvas que de segments de clientèle. J'ai bien compris. Oui, tout à fait, parce que si on est sur des cibles clientèle différentes, on va pas nécessairement utiliser les mêmes outils de communication. La proposition de valeur va peut-être pas être la même, en tout cas au début, pour l'ensemble de ces clientèles. Ça y est, la main levée vient d'arriver, Sylvie. Ça a pris un peu de temps. Donc effectivement, pour s'assurer qu'on répond bien à l'ensemble des besoins et qu'on a bien identifié aussi, c'est la notion aussi d'identification des problèmes de la clientèle. Euh, Si on vise différents clients ou différents utilisateurs, en réalité, ils n'ont peut-être pas les mêmes problèmes. Donc, il faut s'assurer aussi qu'on a bien cerné leurs problèmes pour y apporter une solution qui leur est dédiée et importante.